Alors, bonjour à tous. Donc, vous rappelez que l'aide inattendue d'Éole a bousculé tout le monde. On s'est dit, ça y est, on voit État qu'on y est. Et puis, évidemment, le livre serait fini autrement. Ben, déception de la part des compagnons, trahison, jalousie, cupidité, que des mauvaises choses qui font que les vents ressortent. Le bateau est perdu à nouveau, retourne chez Éole, et Éole, cette fois, pose les mots sur Ulysse. Il est maudit, maudit des dieux. Éole ne peut plus rien faire pour lui. Et va s'en suivre une longue série de catastrophes dans ce voyage qui n'a a priori plus ou peu d'espoir. Voici la nouveauté du jour. Nous sommes au chapitre 6. Sur l'île des Lestrigons. Nouveau peuple, nouvelle peuplade, un peuple anthropophage. On va en reparler, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que ça veut dire. Donc vous voyez qu'on était chez Éole, donc tout au bout du pied de l'Italie, et hop, ils vont remonter, alors totalement dans l'autre sens, la Grèce c'est par ici, donc ça veut dire qu'ils sont totalement du mauvais côté. Entre la Sardaigne et la Corse, on est très très près de la France dans l'imagerie des Grecs de l'époque des Lestrigons, serait finalement au bord de la France, de la Corse, entre les deux. À l'aube du 7e jour, nous cherchons toujours, d'abord à l'autre une île, des côtes familières ou un passage qui nous permettrait de retrouver d'autres routes marines. Mais soudain, face aux proues effilées de nos 12 navires, les contours d'une citadelle perchée sur les hauteurs se dressent dans le lointain. Citadelle, c'est une sorte de fort, vous savez, de ville un peu fortifiée. Il y a Carcassonne pour ceux qui ont eu la chance. Attention, la passe pour rentrer au port est étroite, avec les énormes falaises rocheuses des deux côtés. Amarrez les bateaux bord à bord au fond de l'anse. L'anse, c'est ce qui est arrondi. Là, il n'y a pas de danger. C'est le calme plat. Moi, je laisse mon navire à l'entrée du port. Je trouverai bien un rocher pour accrocher les amarres. Les amarres, donc c'est les cordes un peu pour s'attacher. Vous voyez, donc il y a des risques, on prend soin, il y a 12 bateaux encore, et celui de Ulysse va rester à l'entrée et va s'accrocher à un rocher. Dès que les manœuvres sont terminées, je grimpe sur une des falaises. Aucun champ cultivé ni jardin, pas de fumée non plus, qui aurait indiqué des maisons habitées. Où avons-nous accosté? 2 éclaireurs pour vérifier quel pain on mange ici. Cairo nous accompagne pour demander l'hospitalité. À vous 3, vous saurez bien nous dire où l'on est et chez qui. Les 3 hommes suivent la piste des chars qui transportent le bois de la montagne à la cité et arrivent enfin à l'entrée de la ville. Une jeune fille, grande, forte, costaude, puise de l'eau. Impressionné par sa taille, il décide pourtant de l'interroger. Ici, c'est le pays des Lestrigons. Mon père, Antiphates, en est le roi. Son palais se trouve un peu plus haut dans la ville. Rassurés, les 3 éclaireurs entrent dans la cité en riant entre eux de leur rencontre gigantesque. Mais au palais, une femme aussi corpulente qu'une montagne les attend. Ils n'ont pas le temps de se méfier qu'elle s'empresse déjà de faire appeler son époux qui discute sur la place publique. À peine est-il arrivé qu'il se jette sur les hommes, en attrape un, le roi, et le mange. Aussitôt, les 2 hommes terrorisés s'enfuient pour rejoindre les navires. Mais Antiphates lance son cri de guerre, et les Lestrigons par milliers surgissent de tous côtés, prêts au combat. Ils n'ont rien d'humain, ce sont des monstres proches des géants. Dès qu'ils aperçoivent le navire bien rangé dans le port, ils les bombardent d'énormes blocs de roches. Aucun homme ne pourrait les soulever. C'est un déluge de pierres et les bateaux se trouvent pris au fond du port dans un piège mortel. Ce ne sont qu'aux cris de détresse et hurlements de douleur. Les hommes à bord sont écrasés, massacrés, les bateaux fracassés, leur cargaison de butin et d'esclaves engloutis. Ceux qui sont tombés à la mer, les Lestrigons les harponnent comme des thons. Vous voyez, c'est ce sort de lance qu'on va plonger dans l'eau. Pour un festin barbare de chair humaine, quel homme pourrait manger un autre homme sans que son peuple à l'unanimité ne le condamne? Donc là, c'est quelque chose de très important. Les Lestrigons mangent de la chair humaine. Ulysse est absolument mortifié. Donc, on a la vision grecque de l'époque. Évidemment, c'est déjà un tabou social 1000 ans avant Jésus-Christ. On ne peut pas manger d'autres hommes. On sait que voilà, le cannibalisme, l'anthropophagie en grec, anthropos, ça veut dire homme, phage, donc manger. L'anthropophagie, c'est le cannibalisme appliqué aux humains. Ici, le mot homme, il faut comprendre comme étant l'être humain. Ici, tous les Lestrigons sont des monstres. Donc, monstruosité, parce qu'ils ne respectent pas les tabous de la société, donc ce sont des monstres.
Bah, alors oui, il y a la forme monstrueuse du géant, même s'ils sont pas laids, même s'ils sont pas, ils sont impressionnants. On retrouve un peu ça dans Jacques et le haricot magique qui va monter, et c'est assez drôle. On va retrouver ces cônes avec la femme qui accueille sans danger, et puis l'homme qui arrive tout de suite et qui va être le monstre qui va mettre fin aux choses. C'est pareil dans le Petit Poucet, où la femme accueille, fait manger, va mettre au lit, et où l'homme, lui, est prêt à dévorer, à manger. On a quand même cette bivalence entre les deux personnages qui sont presque humains, mais quand même sauvages et barbares. Ici, tous les Lestrigons sont des monstres. La mer est rouge et les épaves des navires éventrés flottent dans ce bassin sanglant. Vous avez compris, c'est une anse qui était refermée un petit peu par une sorte de bastion en pierre. Et il y a une entrée étroite, ce qui fait que tous les bateaux n'ont pas le temps de s'échapper, ils sont restés coincés et voilà, ils ont été tués. Par contre, vous vous rappelez qui n'était pas dans l'anse et était resté à l'extérieur? Eh bien oui, le bateau d'Ulysse. Impossible de leur porter secours. Je n'ai qu'une chose à faire si je veux sauver mes hommes et mon bateau, trancher les amarres avec mon épée, donc couper les cordes. Ramez de toutes vos forces, nous allons tous être massacrés, nous hisserons le mât et les voiles au large. Mes compagnons ont tellement peur de mourir que les rames en frappant font écumer la mer. Je n'ai pas d'autre choix, fuir, tandis que là-bas le carnage continue. C'est tout un peuple qui mange ses ennemis. Nous reprenons la mer abattue et prostrée. Prostrée, c'est presque rouler en boule comme les animaux. Sans doute secrètement heureux d'être encore en vie, mais nous pleurons tous la mort de nos compagnons. Sur les 12 navires qui ont quitté Troie pour revenir au pays, seul le mien affronte encore la mer. Je suis maudit. Ainsi s'accomplit la vengeance de Polyphème. Donc, si vous vous rappelez la vengeance de Polyphème dans les codes qu'il avait donnés, si jamais un jour il devait retourner à Ithaque, qu'il se soit seul et sans son compagnon. Et déjà sur tous les bateaux, il n'y a plus que son bateau par rapport aux 12 bateaux qui ont été massacrés. Poséidon me poursuivra de sa haine où que je sois, et quoi que je fasse, car s'il commande à l'empire des flots, l'empire des mers, il a aussi le pouvoir d'ébranler la terre, de fendre les montagnes et de projeter les roches dans la mer pour qu'elles forment des îles. Fallait-il abandonner un combat inégal contre un dieu si puissant? Fallait-il renoncer à revenir à Ithaque? Il ne s'agissait plus ici de mourir en héros dans le fracas des boucliers, dans celui des guerriers ennemis qui s'affrontent. Par 2 fois, mes hommes avaient été engloutis dans les entrailles des monstres sans foi ni loi. Le monde humain, celui où l'on cultive le blé, celui où les gens mangent le même pain et rendent un culte aux dieux, celui où l'on respecte les lois de l'hospitalité, ce monde-là n'existait plus. La barbarie pouvait ressurgir à tout moment, à chaque escale, chaque arrêt, au plus profond des mers. Mais la barbarie ne n'est-elle pas aussi dans les entrailles de l'homme? Il se pose la question finalement sur leur propre monstruosité d'humain et des méfaits qu'ils peuvent faire. Dès l'aube, Ulysse est encore au rendez-vous de ses souvenirs, pâle dans le petit matin, inquiet de démêler les fils de son histoire, car il y découvre peu à peu un tout autre sens. À courir sur les mers inconnues, à traverser la mort, à rencontrer l'inhumain. Il s'est endurci, lui que l'on surnomme l'endurant. Ce n'est pas facile. En se retournant vers son passé, de comprendre qui l'on est. N'avait-il pas présumé de ses forces et, comme un guerrier orgueilleux, cherché les combats plus que la prudence? Pourquoi chez les Lescligons, Ulysse n'avait-il pas laissé tous les bateaux hors du port? Qu'avait-il fait de sa ruse tant chantée par les poètes? Tel était leur destin. Voilà ce qu'ils répétaient en secret depuis de longues années. Tel était leur destin. Qui pourrait lire sur son visage impassible de héros les atrocités qu'il a vécues et celles qu'il a commises? Ulysse soudain se lève, la mer s'embrase au coucher du soleil. Bien qu'elle devient rouge, s'embrase comme un feu. Il frémit un instant, il la cru tachée de sang. Souvenir des Lesrigons. Pourquoi les dieux ont-ils permis tout cela? Le malheur des hommes. Alors, vous avez une œuvre ici, Ulysse face aux Lescligons. Alors, ce qui est assez sympathique, c'est une fresque qui a été peinte sur un mur, donc à Rome, sur la maison de l'Esquilin. Et vous voyez ces hommes immenses, ces Lescligons, qui prennent beaucoup de place en hauteur par rapport aux arbres, par rapport aux rochers. Et cette puissance, on les voit lancer dans la mer des rochers, on les voit puissants, humains, mais nus. Il y a une sorte de sauvagerie, comme on aurait dans Vendredi ou la vie sauvage. Sauvagerie de personnages qui ne sont pas humains, qui ne cultivent pas le blé, voilà, qui ne sont pas dans l'évolution selon Homère, selon l'Odyssée. Voilà.